Bonjour, que la paix soit avec vous. Je poursuis ma réflexion par rapport aux deux bêtes prophétiques dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et cette fois-ci, je vais changer d'approche. J'avais développé l'idée que, vraisemblablement, la première bête serait apparue vers le XVIIe siècle, ce qui correspondrait à l'affirmation de la puissance de la Grande-Bretagne en tant que puissance navale. Et cela est à relier à ma réflexion par rapport aux événements que je décris dans ma série Apocalypse, Doggerland, la suite. En effet, il y a eu plusieurs systèmes économiques. Au XVIe siècle, on sait que les banquiers fougueurs alimentaient les caisses de la papauté et de l'empereur, ce qui fragilisait l'édifice du pouvoir spirituel et temporel. Cet édifice était d'autant plus fragile qu'il montrait ses failles quant à la relation entre l'argent et le pouvoir, mais aussi quant à la possibilité à ceux qui avaient des propriétés, donc ceux qui étaient fortunés, de prétendre à plus de pouvoir. Cette équation a trois variables, argent, propriété, pouvoir, cependant ne pouvait pas s'exprimer à bâton rompu comme cela se fait aujourd'hui, car il y avait alors encore des limites qu'imposait le pape, qui se devait de protéger les plus faibles, sans être en capacité cependant de changer leur sort. En est pour preuve la Magna Carta, dont l'original est conservé au British Museum. Il date de 1215 et le pape l'a refusé car ce document, d'après le commentaire sur le site internet de la British Library, dont je mets le lien dans la description, avait été arraché au mauvais roi Jean, dit Jean sans terre en français, sous la contrainte, et que les bénéficiaires n'étaient pas les serfs opprimés, qui restaient en grande partie dans l'esclavage, mais les barons anglo-normands, eux-mêmes responsables d'une grande partie de l'oppression, désespérés pour enrayer les excès du monarque. La Magna Carta n'incarnait ni le procès devant jury, ni l'habeas corpus, les deux étant venus plus tard et avec le temps. C'est d'ailleurs ce document qui aurait inspiré les auteurs de la Déclaration d'indépendance aux États-Unis. La tendance qui est de faire passer le pouvoir temporel au-dessus du pouvoir spirituel s'est concrétisée à la faveur du protestantisme, qui a fait beaucoup de petits entre-temps. C'est donc ainsi que je verrai l'apparition de la première bête, d'abord sous la forme d'un embryon, dont le berceau serait l'Angleterre, devenue anglicane entre-temps, donc en rupture avec la papauté, et remettant le pouvoir spirituel aux mains de la même personne qui détiendrait le pouvoir temporel. Et donc, on en comprend bien la suite, il est très tentant de se servir alors de la religion comme de marchepied et de placer Dieu en deçà des souverains. Ainsi, symboliquement, cet embryon, qui personnifie à la fois l'argent, le pouvoir et la propriété, a pu se développer et prendre les proportions que nous connaissons aujourd'hui. Les outils dont l'Angleterre a usé, qui sont la loi et les réglementations, se sont imposés, développés et consolidés à la faveur des colonisations, de sorte qu'elles forment aujourd'hui une matrice que l'on identifierait sous le concept de normes, un ensemble complexe de normes qui formaterait notre manière de penser, de vivre et d'agir, soit de manière directive, soit de manière suggestive au travers de la propagande. À cet égard, on comprend mieux, en observant ce qui arrive aujourd'hui, à quel point la population allemande, qui n'avait pas l'habitude de la propagande, a été subjuguée par le déversement d'informations habilement tournées, et cela à grands frais, puisque cela a été rendu possible par les largesses d'Ige Farben, dois-je le rappeler. L'image des deux bêtes de l'Apocalypse de Saint Jean figure la manière dont cet embryon est devenu petit à petit adulte. Pour mieux éclairer mon propos, je vais utiliser la métaphore de l'apprenti sorcier dont il est question dans la ballade du poète allemand Goethe et qui a été traduit par Gérard de Nerval. On y voit l'apprenti sorcier qui commande au balai de puiser l'eau à sa place, donc d'opérer une tâche qui lui incombait, mais cependant, ayant oublié la formule mettant fin au sortilège, l'apprenti sorcier se trouve débordé, et pour y mettre fin, il ne trouve rien d'autre à faire que de couper le balai en deux. Cependant celui-ci, une fois dédoublé, s'anime de nouveau et reprend la tâche. Seul le sorcier va mettre fin à cette situation.
Cette allégorie est intéressante si on suppose que le sorcier est le dragon antique, donc Satan, l'apprenti sorcier, la première bête, et le balai, la seconde bête. On dit que l'outil est le prolongement de la main de l'ouvrier. C'est dans cette perspective qu'on pourrait dire que la seconde bête viendrait de la première. Il s'agirait d'une sorte de dédoublement. On pourrait faire l'analogie avec une cellule qu'on clonerait. L'adaptation qu'en a fait Walt Disney dans Fantasia sur la magistrale musique de Paul Dukas ne met pas l'accent sur le ballet coupé en deux et donc met l'accent sur l'aspect dramatique du débordement en faisant en sorte que Mickey brise le ballet en 1000 morceaux. Ce type de conséquences, bien entendu, donne matière à réflexion et j'y reviendrai. Cependant, cela occulte la signification du ballet coupé en deux qui soulignerait un type de processus de transformation d'un état à un autre, engendrant un phénomène par le fait même de retrancher une partie. On peut retrouver ce phénomène par exemple chez le ver de terre. Sauf que dans le cas présent de la première bête, la partie reste partie, prend son autonomie, mais chercherait à se rattacher à la première bête, en prendre le contrôle, comme l'illustre la figure de l'Antéchrist, qu'elle ferait parler, avant d'être au final absorbée, de nouveau, par la première bête, la faisant grossir, jusqu'à ce que le processus s'enclenche de nouveau, permettant ainsi à la bête de grossir, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une des têtes soit retranchée. Ainsi donc, si l'on se base sur cette interprétation de l'allégorie, on peut craindre que s'attaquer à une des têtes ferait surgir une seconde bête qui, une fois absorbée, grossirait davantage la première bête. C'est une histoire sans fin. Beaucoup ont fait l'analogie entre l'homme et l'esclave, mais aussi l'esclave et le robot. Ce qui est intéressant, c'est la note déposée par un des auteurs de Wikipédia, et je lis: le poème traite du progrès. Dans quelle mesure les humains peuvent-ils être débordés par leur propre création? Karl Marx et Friedrich Engels y font une allusion implicite mais évidente dans les premières pages du Manifeste du Parti communiste, 1848, écrivant: les rapports bourgeois de production et d'échange, les rapports bourgeois de propriété, la société bourgeoise moderne qui a fait naître comme par enchantement des moyens de production et d'échange aussi puissants, ressemble au sorcier qui ne peut plus maîtriser les puissances infernales qu'il a évoquées. Ce qui est intéressant à noter, c'est le concept de progrès qui était très en vogue encore au siècle dernier et qui a été un petit peu supplanté par la notion de développement durable. À partir du moment où on considérait que ce progrès n'apportait pas nécessairement de la richesse et que le calcul de la richesse était trompeur puisqu'on y intégrait des pratiques destructrices pour l'homme, qui pourtant généraient du chiffre d'affaires. Le système que représente la première bête a engendré des monstres, par exemple le nazisme, la seconde bête, qui a fait parler la première bête au travers d'Adolf Hitler, le précurseur de l'Antéchrist. Cette monstruosité a été absorbée, recyclée, la situation a été assainie au travers de procès qui se sont étalés sur plusieurs années, cependant que la bête grossissait grâce à son système tentaculaire, élargissant le trust d'Ige Farben, faisant perdurer les empires de l'argent au travers des trusts tels que IG Farben, SO, c'est-à-dire Standard Oil. Cette première bête ainsi reformée a pu en produire une autre, plus grosse encore, qu'est l'Union européenne, et qui est à sa solde, et qui fait parler une des têtes de la première bête, cette entité qu'on appelle la Commission européenne. Et peut-être que cette deuxième bête a-t-elle déjà été absorbée sans qu'on le sache, ou est-elle en passe de l'être? Il semble que cette nouvelle vague de procès qui ont des relents de Nuremberg pourrait s'assimiler à un processus d'assainissement de la situation qui au final permettrait aux victimes d'accepter le fait accompli, de faire ce travail psychologique nécessaire pour que l'absorption soit effective et efficace. Il est à noter que le procès engagé va conforter le pouvoir déjà énorme des médecins
et des avocats, ainsi que ceux des juges, bref, enfin tous les acteurs clés, c'est-à-dire des petits chefs de file de ce système, qui entretiennent des croyances sur fond de pensée unique par rapport à la conception de l'homme, de son origine et de sa destination, servant donc la propagande de la première bête. Ce processus, dans les faits, contribuerait à aliéner plus encore l'homme, en le dépossédant de sa capacité à juger de lui-même, s'il est malade ou non, et de la manière dont il voudrait se soigner. Cette farce ne fait que conforter les partisans du découpage de la réalité à la hache, d'une approche symptomatique et de l'aliénation de l'homme par ses symptômes, qui bientôt sera réduit à un ensemble de composants marqués du sceau de la nanotechnologie. La nouvelle bête, qui fait parler une des têtes de la première bête, semble être le communisme. C'est la dernière restante qui n'a pas été absorbée. Il y a une des têtes qui est manifeste encore et qui s'est formée à la faveur des circonstances entourant le nazisme. Il s'agit du sionisme, comme l'explique très bien Pierre Hillard dans la vidéo dont je mets le lien dans la description. Il me semble que le sionisme est un épiphénomène par rapport à la formation de la bête au travers de combats que se livraient des géants sur le plan économique. Car les ambitions de ceux qui détiennent le pouvoir sont matérialistes, et même s'ils peuvent se targuer de spiritualité, leur manière de procéder exclut toute véritable spiritualité, c'est-à-dire toute spiritualité dépassant la matrice imposée par Satan. Le sionisme étant donc un des phénomènes qui se trouvent dans la matrice de Satan, tout comme les mouvements qui se figent et se sclérosent en s'adaptant à la norme qui bientôt ne souffrira plus aucune concurrence dans tous les domaines. C'est ce qui devrait, selon les prophéties, se réaliser avec l'apparition de l'Antéchrist, le dernier à venir, celui correspondant à l'Apocalypse de Saint Jean, à la fin des temps. J'irai plus loin dans l'allégorie en comparant les têtes de la première bête comme des réponses nécessaires que l'homme a trouvées pour échapper au pouvoir de la bête, sans y parvenir cependant, mais demeurant dans l'illusion d'y avoir échappé, les têtes semblant extérieures à la bête, mais étant solidairement attachées au tronc. C'est donc sur fond de combat sur les richesses de ce monde que se sont formés des groupements politiques avec, selon les cas, des contours raciaux et ou des fondements spirituels. Donc, à la faveur de ces circonstances, a émergé le sionisme et aujourd'hui, par exemple, le panafricanisme. Bientôt se formerait peut-être un califat en Turquie, qui a l'ambition de former autour de lui un empire musulman. Tous ces groupements d'intérêts semblent être autant de manifestations d'un équilibre que la première bête chercherait à trouver. Il y a aussi, il me semble, l'OPPT, qui est le People Trust, qui peut être une supercherie pour faire une mainmise sur toutes les richesses du monde, sous couvert de grandes idées de libération du système. Il est à noter que ces têtes, me semble-t-il, ne seraient que des expressions, des phases que traverserait la première bête, et qu'en trancher la tête ne ferait que créer une seconde bête, comme cela a été le cas pour le communisme. J'ai entendu qu'il y avait des velléités de combat sur fond de défense identitaire, ou quelque chose comme ça. Il me semble que cela participe naturellement du développement de la première bête. En cela, ça ne m'étonne pas du tout. Personnellement, je ne me reconnais dans aucun groupe identitaire. En tant que baptisée, je suis d'abord enfant de Dieu, ensuite femme et ensuite française. Derrière ce mot, je comprendrais une réalité qui est une grande famille, dont tous les membres ne se connaissent pas forcément personnellement, mais qui sont reliés d'une manière ou d'une autre, par les tripes, non pas forcément par le sang, mais par une histoire commune de passion et de reconnaissance, chacun y voulant trouver sa place, qui fait qu'au final, on se sent français. Bon, on sait que toutes les histoires de famille ne sont pas très heureuses, mais dans cette expression, il y a histoire et il y a famille. Que la paix soit avec vous.